La boîte qui s'appelle Micron, donc qui est une société américaine, je vais te donner des chiffres, c'est juste vertigineux. En termes de croissance du chiffre d'affaires entre 2025 et 2026, c'est plus 346%. La marge, elle est passée de 39% en 2025 à 85% sur 2026. Micron peut faire encore Ouais, x3. c'est ça, tu te dis c'est pas cher. Sauf que, attention, c'est un énorme piège, et c'est pour ça que je veux faire un focus là-dessus. On revient sur le sujet de fond qui est peut-être le plus important à garder en tête, c'est la monétisation. C'est qu'elles achètent à prix fort une technologie qui commence déjà à valoir moins cher. Il y a deux boîtes qui me font un peu plus peur que les autres, c'est OpenAI d'un côté et Oracle de l'autre. Micron avec une marge à 85%, il y a plus de chances que la marge elle se réduise qu'elle augmente. Et donc, s'il n'y a pas de remontée, sachant que des remontées sont pricées, il faut bien comprendre que ça équivaut comme une baisse de taux. Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle semaine avec Chauncey. Juste petite info, la semaine dernière on n'a pas fait de vidéo parce que je suis papa pour la 2e fois. Tout va bien, maman et ma petite fille vont bien. Donc voilà, tout le monde est content. La meilleure des raisons. Voilà. Et aujourd'hui, on est en juillet, ça fait 6 mois, on est à moitié de l'année entre guillemets. On voulait vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé ces dernières 6 mois. Parce qu'on a eu une explosion dans les semi-conducteurs. On a vu des boîtes comme Intel, il y a un an, jamais on aurait misé qu'ils fassent plus 150-200%. On les donnait perdantes, ouais. Et l'année dernière, l'État américain a pris 10% sur Intel en disant on va la sauver. Et aujourd'hui, tout le monde veut acheter son action. Donc on commence par un petit graphique que tu as fait, aussi avec tes outils, qui montre quelque chose d'anodin en tout cas. Ouais, alors en fait, ce que j'ai voulu illustrer au travers de ce graphique, c'est que je cherchais un moyen de résumer ce qui s'est passé sur le secteur de la technologie entre, en gros, effectivement, comme tu le disais, ces 6 premiers mois de l'année, donc entre le 1er janvier et aujourd'hui. Et je trouve que du coup, visuellement, ça parle énormément. Donc j'ai mis voilà, les principales valeurs de la tech, avec d'un côté le segment des semi-conducteurs, donc ceux qu'on appelle les vendeurs de pellets de pioche, donc les sociétés comme SK hynix, comme Intel, comme tu disais, comme Dell, comme Micron, comme Samsung, comme Nvidia aussi. Et de l'autre, les sociétés qui achètent justement ces infrastructures IA, comme Oracle, comme Amazon, Meta, Alphabet ou encore Microsoft. Et je trouve que visuellement, en fait, c'est hyper parlant. Le marché, en fait, il félicite ceux qui encaissent justement, disons, toutes ces ventes. Et le marché a plutôt tendance, pour le coup, à sanctionner ceux qui paient. Donc les hyperscalers, donc les fameuses Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft et Oracle, où on voit voilà, des parcours boursiers qui sont quand même très différents, avec voilà, le premier groupe où tu vois des performances qui sont objectivement assez dingues en l'espace de 6 mois. Tu as des 100, 200, 300, même un petit peu Dell, plus de performance. Dell, tu me demandes Dell il y a 5 ans, pour moi c'est celui qui fait des ordinateurs, alors qu'ils font énormément de data center. Intel c'est pareil. Dell, 250%, Intel 250%, Samsung 170%. Ouais. Alors Apple il fait combien? Non, mais c'est le vrai sujet. Donc aujourd'hui, ça y est, on est sorti un petit peu de cet épisode de l'Iran, du choc pétrolier, des risques inflationnistes, etc. Rappelons-le quand même, c'est vrai que c'est depuis le début janvier et en mars-avril, on a eu le éclatement de la guerre. Il s'est passé énormément de choses, mais c'est assez marrant comment le marché il a vite tendance à oublier. Donc tu sais, on le disait pendant quelques mois, on avait un petit peu deux narratifs de marché qui cohabitaient l'un avec l'autre. D'un côté, la géopolitique et l'Iran et la fermeture d'Ormuz et ces prix du pétrole qui sont montés jusqu'à $120. Et de l'autre, on avait quand même le secteur de la tech. Donc généralement, il y a toujours un market mover, un narratif principal. Pendant plusieurs semaines, on a un peu navigué entre ces deux. Là, le sujet iranien est en train de se résoudre. Le détroit d'Ormuz a réouvert. Je crois qu'on est aujourd'hui à peu près à 60%, disons, des navires qui circulent sur le comparatif à ce qui se passait avant le conflit. On le voit au niveau du prix du pétrole qui est autour de $70. Le WTI, donc le pétrole américain, est même passé quelque temps en dessous des 70. Donc en fait, la quasi-totalité de la hausse suite au conflit iranien a été résorbée. Donc ça y est, le marché est complètement passé à autre chose. Alors attention, parce que ça pourrait revenir si jamais ça venait à repéter un petit peu. Mais ce qui est clair, c'est qu'en ce moment, là, depuis quand même maintenant 2 grosses bonnes semaines, le marché il est focus clairement sur autre chose. Sur la tech et pas sur toute la tech. En fait, c'est ce qui illustre justement ce graphique. C'est principalement les vendeurs de pellets de pioche, donc les semi-conducteurs, avec une thématique, une sous-thématique de ces vendeurs de pellets de pioche qui émerge particulièrement, c'est les vendeurs de mémoire.
qui, pour rappel, voilà, c'est un segment qui est un peu sur un marché oligopolistique, où tu as 3 grosses valeurs qui captent la quasi-totalité du marché. 2 sud-coréennes, Samsung, qu'on connaît pour d'autres raisons, et une autre boîte qui est un peu plus méconnue qui s'appelle SK Hynix, et l'américaine Micron. Donc c'est ces 3 boîtes aujourd'hui qui sont vraiment sous le feu des projecteurs. On en parlera un petit peu après, mais parce qu'elles captent voilà, beaucoup de richesses avec toutes ces dépenses d'investissement qui sont actuellement en cours pour financer cette révolution de l'intelligence artificielle. Ça y est, on rentre dans la période des résultats des entreprises pour le deuxième trimestre. Exactement. Et là, tu nous montres un graphique qui montre que les révisions des bénéfices est nettement positif et on n'avait pas eu la même chose que depuis 2021. Depuis 2021, tous les prévisionnistes, ils ont dit les bénéfices, c'est plutôt à la baisse. Et là, pour le coup... Ouais, alors, juste pour bien expliquer de quoi on parle, c'est en fait, c'est les révisions des analystes dans le courant du trimestre. Et en fait, il y a un jeu qui s'opérait sur les marchés depuis pas mal de temps. Ouais, c'est important parce que les attentes des bénéfices, elles sont quand même largement haussières. Là, en fait, ce que dit ce graphique, c'est autre chose. C'est qu'entre le premier jour, disons, du trimestre et le dernier jour qui précède la publication des résultats, donc dans ce laps de temps, sur les dernières années, c'est ce que montre le graphique, les analystes avaient tendance à réviser à la baisse leurs attentes. Et en fait, il y a un jeu un petit peu insidieux qui s'opère sur le marché, c'est d'avoir des attentes qui sont légèrement plus faibles pour que derrière le marché surpasse entre guillemets un petit peu les attentes. Et c'est pour ça que généralement, tu as des publications de résultats des entreprises sur le S&P 500 qui sont au-dessus du consensus. Ah, donc là, techniquement, c'est les chiffres au dernier jour du trimestre en question. C'est ça, en fait, c'est depuis le début du second semestre, donc depuis le 1er avril, les révisions des attentes de résultats sur les entreprises du S&P 500, elles ont été, dans le courant du trimestre, revues à la hausse. Ouais. Donc elles étaient déjà positives, mais elles ont été revues de manière encore plus positive dans le courant du trimestre. Et donc elles sont finies à 3,4 le 30 juin. Alors elles sont 3,4% plus élevées que ce qui était prévu au 1er avril. Donc c'est-à-dire qu'on a révisé justement à la hausse ces prévisions de résultats. Et en fait ça, je le mets directement en perspective avec ce qu'on évoquait à l'instant, sur ce qui est en train de se passer sur l'univers des semi-conducteurs et principalement justement ces sociétés de la mémoire. C'est-à-dire que tu as des sociétés qui profitent assez significativement justement de ces dépenses d'infrastructures qui sont en train d'être opérées par les Oracle, les Amazon, enfin toutes les sociétés qu'on a citées tout à l'heure, et qui voient justement leur perspective de résultats littéralement exploser. Ouais. Pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple et c'est le plus parlant. La boîte qui s'appelle Micron, donc il y a une société américaine, je vais donner des chiffres, c'est juste vertigineux. En termes de croissance du chiffre d'affaires entre 2025 et 2026, c'est plus 346%. Okay, on parle déjà d'une boîte qui était, encore une fois, une grosse boîte. Donc il y a un effet de base, c'est pas une boîte qui faisait quelques dizaines de dollars de bénéfices, c'était déjà une boîte hyper conséquente. Donc là, elle va faire plus de 40 milliards justement de chiffre d'affaires sur le trimestre, donc en hausse de 346%. Et l'autre sujet, c'est la marge, et là c'est juste du délire. La marge, elle est passée de 39% en 2025 à 85% sur 2026. Donc là, on se rend bien compte, en fait, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que tu as quelques sociétés, les fameux hyperscalers plus Oracle, qui, pour être dans la course à l'intelligence artificielle, achètent à n'importe quel prix tout ce qui est nécessaire pour construire ces infrastructures et donc ces data centers. Donc c'est principalement alors des puces, des GPU NVIDIA, sauf que pour que ces puces, elles fonctionnent, il faut les adosser à de la mémoire. Et je le disais tout à l'heure, il y a 3 sociétés, Micron, SK Hynix et Samsung. Et donc là, aujourd'hui, tu as toutes ces sociétés-là qui balancent des dizaines, centaines de milliards justement d'investissements qui doivent être dans la course. Donc aujourd'hui, ces sociétés, elles sont face à à une demande qui dépasse largement l'offre. Donc elles jouissent d'un double effet positif. C'est non seulement leurs ventes en volume, elles explosent, parce que la demande a littéralement explosé pour justement subvenir à toutes ces demandes de data centers qui sont en construction. Et en plus, vu qu'il y a une demande qui est énorme et qu'il n'y a pas des capacités de production qui sont suffisantes, eh bien, ils ont une libre fixation des prix. Et ce qui explique ce niveau de marge. Parce qu'encore une fois, le 39 à 85, c'est le double, quoi. C'est clair et net. C'est-à-dire que concrètement, il y a tellement une demande qui explose la capacité de production
que Micron, et c'est la même chose pour SK Hynix et pour Samsung et pour d'autres sociétés, ils ont la capacité de dire à ces géants, donc Amazon, Microsoft, Si tu le veux, etc., c'est le double, si sinon tu le c'est ton veux, c'est voisin. tel prix. Et Voilà. exactement. Et si tu le veux pas, c'est ton voisin. Et ton voisin, si, entre guillemets, tu lui donnes cette chance-là et que toi, tu t'échappes, entre guillemets, de cette C'est course, pour un an. ben non, mais c'est surtout que tu pourrais être un perdant de l'IA. Donc il y a une vraie mécanique Oui. comme ça aujourd'hui, où je pense que ces sociétés-là, en fait, même s'il y a probablement des doutes, et on y viendra tout à l'heure, sur la monétisation de l'IA, je pense que voilà, il y a quand même un risque finalement à investir autant dans cette technologie, mais je pense qu'en fait c'est plus risqué pour elles de surinvestir que de perdre la Oui, course. de rater le train. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment cette logique-là, et donc dans cette logique-là, bah, il y a des grands gagnants, et ces gagnants, ce sont ces sociétés-là. Maintenant, je veux quand même tirer voilà, un petit point de vigilance justement là-dessus, parce qu'on entend énormément parler de ces sociétés depuis quelques temps. Je prends l'exemple de SK Hynix, personne s'était intéressé aux valeurs sud-coréennes depuis quelques années, et aujourd'hui on parle beaucoup de ça. On en a parlé d'ailleurs ensemble, Miguel, il y a quelques semaines, sur les fameux ETF à effet de levier. Oui. Donc il y a un ETF leveragé x2 sur la boîte SK Hynix qui a été créé, et qui a collecté quasiment 15 milliards en l'espace de 1 mois et demi. Donc c'est juste du délire, c'est quasiment aussi rapide que l'ETF Bitcoin. Donc c'est-à-dire que c'est juste un ETF sur une valeur avec un effet de levier. Tu sais ce que je pense des effets de levier? Vite. Ça montre, enfin c'est pas forcément que je suis contre, c'est juste que je trouve très souvent que ça témoigne des excès de marché, et ça montre un marché qui est plus dicté par l'appât du gain et par la spéculation que par des fondamentaux. Et ça, très souvent, c'est plutôt comment dire, des signaux. produits de marché qui sont utilisés par les particuliers. Donc c'est pour ça que je veux juste faire un petit point qui me semble important là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes les niveaux de valorisation de ces boîtes, je prends l'exemple de Micron, tu n'as pas l'impression que tu es sur des métriques de valorisation qui sont dinguissimes. Je prends cet exemple, avec cette croissance, elle se paye aujourd'hui grosso modo 13-14 fois les résultats 2026 et 6-7 fois les résultats attendus l'année prochaine. Alors qu'Alphabet, c'est autour de 20. C'est ça. L'SP 500, c'est quoi? C'est 19-20. Alors non, c'est 19-20, enfin c'est 18-19 en moyenne sur les dernières années. Là, on est Oui, mais du plutôt. coup, des 6 à 18-19, tu te dis, Micron peut faire encore Ouais, x3. c'est ça. Tu te dis c'est pas cher. Sauf que attention, c'est un énorme piège, et c'est pour ça que je veux faire un focus là-dessus. C'est ne pas prendre en considération que ces valeurs des semi-conducteurs, ce sont des valeurs qui sont cycliques. Tu prends l'exemple d'un Alphabet. Alphabet, grosso modo, depuis 2000, il y a une vraie croissance d'année en année. Entre-temps, il s'est passé plein de choses. La bulle Internet, il s'est passé les subprimes, il s'est passé le Covid, etc. C'est l'essence même, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle les hyperscalers, c'est qu'ils ont la possibilité de scaler leur business d'année en année et d'être assez hermétiques au cycle économique et de pouvoir afficher justement une croissance quasiment incessante, peu importe ce qui se passe. Les semi-conducteurs, ce ne sont pas des valeurs comme ces géants de la tech, ce sont des valeurs cycliques, puisque leurs résultats, ils dépendent directement des investissements des sociétés. C'est-à-dire que ce n'est pas toi en tant que particulier qui va acheter des puces Micron. Tu t'en ferais pas grand-chose. Donc c'est vraiment associé à des dépenses, et ces dépenses, bah, généralement, elles suivent certains cycles. Okay, donc là, il est clair qu'on est dans un cycle qui est un petit peu différent, un cycle de l'IA. Oui. Donc ce sera peut-être un cycle qui sera un petit peu plus long. En revanche, j'invite tout le monde à se questionner. Est-ce que les hyperscalers, est-ce que toutes ces sociétés vont dépenser tous les ans plus de 100 milliards chacune dans des dépenses d'infrastructure? Une fois que l'investissement il va être fait, alors il y a effectivement des sujets d'obsolescence, etc. En revanche, je pense qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant le fait que ces dépenses, elles sont absolument durables. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'actuellement, les free cash flow qui sont générés par ces sociétés, donc Micron, SK Hynix et Samsung, financent les nouvelles capacités de production de demain. Donc ces sociétés, elles ont des usines qui sont en cours de fabrication. Donc ça veut dire que d'ici fin 2027, pour donner des premiers chiffres, il y aura une capacité de production qui sera plus élevée. Donc a priori, qui dit capacité de production plus élevée, dit une offre qui pourrait être plus conséquente. Donc a priori, j'ai du mal à imaginer comment elles vont réussir à maintenir ces niveaux de marge. Voilà, c'est le prix. Bah exactement, c'est-à-dire que tu vas être, surtout quand en face, tu t'appelles Microsoft, Meta, Amazon ou Alphabet, à un moment donné, je pense que tu as la possibilité de dire « Ok pour t'acheter, mais pas à ce prix-là oui, ». Voilà. Donc là, aujourd'hui, ils achètent indépendamment du prix, parce que pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, je pense qu'ils ont plus à perdre, entre guillemets, qu'à gagner, à dire « Stop, je coupe ». En revanche, est-ce que c'est durable dans le temps? Je ne suis pas sûr. Donc les niveaux de valorisation que tu vois actuellement, ils tiennent compte, premièrement, d'une explosion des volumes et d'une explosion des prix. Oui. Donc si demain, les volumes justement de demande diminuent
que la capacité de production suit, ça c'est une certitude, et du coup que l'effet prix diminue aussi, bah là les ratios de valorisation, ils risquent absolument d'exploser. C'est-à-dire que si tu vends 2 fois moins et 2 fois moins cher, Bah, mais t'es pour pas le à coup, 6, t'es plutôt à 36 ou à voilà, 40. donc j'incite voilà, à beaucoup de méfiance sur ces niveaux de valorisation, et je dis souvent d'ailleurs cette phrase-là, les valeurs cycliques, en gros, et c'est plus enfin, voilà, un tips que je donne, enfin en tout cas, un tip, je ne sais pas s'il est gagnant, Oui. parce que j'estime pas avoir la science infuse, mais c'est ma manière de voir les choses. Les valeurs cycliques, on a plutôt tendance à les acheter en bas de cycle et les revendre en haut de cycle. Est-ce qu'aujourd'hui, à 85% de marge, on pourrait penser que c'est un bas de cycle? Franchement, Parce qu'on part du 40%. non, mais c'est oui, non, mais Si c'est on ça, partait du 70 marge à 80 marge, c'est pas la même chose que partir des 40% de marge non, à mais 85. c'est clair. Bah, déjà 40% de marge, je pense qu'il y a beaucoup Oui. d'entreprises qui aimeraient avoir ça. Et surtout, on a vu aussi, Apple, il a augmenté les prix par exemple, l'iPad premier prix, il est Ouais, passé des 300 $ à 500 à dollars cause de ça. juste à cause de la mémoire. Donc, qui dit augmentation des prix avec une consommation dans le monde entier qui commence à baisser, dit moins de ventes peut-être pour Apple sur ce type de produits, qui dit moins de ventes, moins de demandes. Mais non, mais en fait, on voit bien que du coup, c'est Ça eux qui. commence à toucher aussi Et, le commande mortel et pas que les hyperscalers. et surtout, c'est eux qui captent la marge. Parce que du coup, en fait, ce que fait Apple, c'est qu'aujourd'hui, c'est soit ils maintenaient leur prix, et du coup, ils Perdaient baissaient leur l'argent. marge, parce qu'en gros, acheter ces puces coûtait plus cher. Donc en fait, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les grands gagnants de ce premier semestre, ce sont les sociétés de puces de la mémoire. Maintenant, voilà, je veux juste challenger ceux qui nous écoutent ou nous regardent à se dire attention, c'est pas une tendance séculaire comme la santé avec le vieillissement de la population ou des trucs Oui, comme voilà. ça. Voilà, j'invite vraiment à beaucoup de prudence par rapport à ça. Parce que ces cycles d'investissement, aujourd'hui, voilà, ils ont un total alignement des planètes en termes de volume et en termes de prix. J'ai du mal à imaginer que ça pourrait perdurer ainsi pendant très longtemps. Parce que, encore une fois, on parle voilà, de ceux qui achètent, ce sont ces hyperscalers. Je vais juste faire. Alors, c'est pas mon souhait de faire une analogie un petit peu hasardeuse avec ce qui s'est passé en 2000, mais je vais juste quand même rappeler un petit fait historique. En 2000, tu avais des opérateurs, en l'occurrence télécom, qui achetaient à des équipementiers toute la machinerie nécessaire pour créer justement les réseaux Internet. À l'époque, Cisco était la Voilà. capitalisation boursière la plus élevée du Donc monde. typiquement, tu as ça. Donc les grands gagnants de l'époque, c'était justement ces équipementiers. Donc ces équipementiers, aujourd'hui, on peut clairement faire le corollaire avec ces sociétés de semi-conducteurs type Micron qu'on vient de citer aujourd'hui. Ensuite, derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu en fait les prix justement d'Internet qui ont chuté en lien à la concurrence. Donc ça, on en parlera un petit peu après, mais il pourrait se passer un petit peu la même chose. Du coup, tu as les commandes qui ont été passées par les opérateurs télécoms qui, pour certaines, ont été annulées. Étant donné que c'était des investissements qui devenaient moins rentables avec des prix en baisse, ben on a annulé justement ces demandes. Donc, les équipementiers ont commencé à chuter et c'est toute la chaîne comme ça qui a chuté un petit peu. Donc, attention, quand même, avec ce cycle d'investissement, il est clair aujourd'hui qu'il y a des gagnants. Maintenant, voilà, je challenge juste un petit peu ça, de se dire, voilà, j'invite tout le monde à se questionner sur le côté parfaitement durable en volume et en prix de ce qui est en train de se passer sur ces valeurs-là. Là, on vous montre un graphique qui est tellement important que je veux lire ce qu'on a écrit, comme ça on est sûr de rien oublier. En gros, ce graphique, il compare sur près des 30 ans la croissance des bénéfices du secteur technologique américain, la ligne rouge, à celle du secteur censé être les grands utilisateurs de l'intelligence artificielle, en gris, qui sont la finance, l'industrie, les médias, transport, bref, tous les secteurs autres que la tech. Historiquement, les deux courbes évoluent ensemble. Or, la tech commence à vraiment gagner de l'argent, entre guillemets, mais les gens qui sont censés payer pour ces services, plafond à 10%. Et on a eu la même chose, plus ou moins, dans les années 2000. Ouais, exactement. En fait, là, j'embraye justement là-dessus, donc sur les résultats donc, de la tech et des autres secteurs qui sont censés profiter de l'intelligence artificielle. Et derrière ce sujet, en fait, on revient sur le sujet de fond qui est peut-être le plus important à garder en tête, c'est la monétisation. Et c'est-à-dire que concrètement aujourd'hui, ce que ça met en lumière, c'est que derrière toutes les dépenses des hyperscalers, donc on a cité ces sociétés Amazon, Meta, Microsoft, etc., ils sont censés revendre donc ces capacités de calcul, justement pour derrière en tirer des profits. C'est-à-dire que ces centaines de milliards qui sont dépensés pour 2026 et qui sont projetés pour 2027, à un moment donné, il va falloir que ces sociétés les rentabilisent. Donc pour les rentabiliser, a priori, la cible, ça va être les entreprises de plein d'autres secteurs, donc ceux que tu as cités, l'industrie, enfin voilà, il y a Finance, les la médias, finance, il y a transport. enfin, grosso modo quasiment tous les autres secteurs,
à part peut-être quelques exceptions près, mais qui sont censés justement intégrer l'intelligence artificielle et la puissance de calcul pour faire ce qu'on appelle des gains de productivité. Donc ça, c'est le vrai sujet. Donc ces hyperscalers vont devoir vendre ça. Okay. Maintenant, quand tu regardes ce graphique, on se rend compte de quelque chose, c'est que les autres secteurs, donc hors tech, commencent à avoir justement des croissances bénéficiaires qui sont très éloignées justement de ces leaders de la tech. Sauf que ces entreprises-là, ce sont elles qui sont censées rentabiliser les investissements massifs, donc les capex stratosphériques des hyperscalers. Donc si à un moment donné, il y a des croissances bénéficiaires qui ne sont pas au rendez-vous, on peut vraiment se questionner sur la pérennité financière, disons, du modèle. Est-ce que ces sociétés, elles vont être en capacité de payer des dizaines de milliers d'euros chaque année, justement pour avoir cette puissance de calcul et tenter de générer des gains de productivité. Donc ça, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, il y a une étude justement qui a été menée il n'y a pas longtemps, que j'ai trouvé hyper intéressante, justement sur la rentabilité des hyperscalers. Et en fait, ce qu'ils mettaient en avant, c'était de se dire, OK, ces entreprises-là, elles ont des croissances, grosso modo, annuelles qui sont stratosphériques. Si je te donne une moyenne, c'est de l'ordre de 20% par an. C'est pour ça qu'on les appelle les hyperscalers. Encore une fois, c'est des milliards qui arrivent à croître de 20% chaque année. Donc, c'est des business qui sont absolument voilà, incroyables, hyper vertueux. Et quand tu mets les dépenses d'infrastructure IA qui sont actuellement dépensées justement par ces entreprises, et que tu pars du principe qu'en fait le client final, ça va être du B2B, donc ça va être des entreprises, et ça va être principalement ce qu'on appelle des cols blancs, concrètement, l'étude, elle montre qu'il faudrait que chaque col blanc dans le monde entier dépense chaque année 3000 $ d'IA, donc à ces hyperscalers, pour justement rentabiliser l'ensemble de ces dépenses d'infrastructure. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est quand même assez conséquent. Juste dans l'IA, parce qu'il y a aussi tous les autres services à côté. En gros, pour rentabiliser sur les mêmes niveaux de croissance, donc le fameux 20% annuel, il faudrait que tous les cols blancs de la planète dépensent 3000 $ par an. Okay, donc, tu as l'école blanc en Europe, tu as l'école blanc en Asie. Oui. Et encore une fois, 3000 $, ce n'est pas la même chose pour un Européen ou un Américain que pour un Indien ou sur d'autres pays ou d'autres économies. Donc, c'est quand même un pari qui semble quand même peut-être difficilement tenable. Donc, encore une fois, j'en reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur cette question de la monétisation. Moi, j'ai une grande confiance dans le pouvoir des managements de ces sociétés-là. Tu regardes Microsoft, ils ont passé la bulle Internet, ils ont réussi à survivre avec des révolutions technologiques qui se sont produites et il y en a plein qui sont plantées. Tu regardes le management de Alphabet, etc. C'est quand même des sociétés, objectivement, qui sont extrêmement bien gérées. Donc je pense que c'est aujourd'hui un sujet qui est évidemment dans leur bouche, qui est dans leur tête. Je pense que je ne vois pas comment ils pourraient être certains de pouvoir rentabiliser ces investissements, mais ma conclusion, c'est celle que je donnais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il est peut-être plus coûteux et plus dangereux de ne pas participer à cette course-là, quitte voilà, peut-être à trop investir, à surinvestir et de ne pas réussir finalement à rentabiliser tout ça. Sauf que Alphabet, Microsoft ou Meta vont pouvoir survivre parce qu'ils ont toujours les capex tous les ans, qu'ils les dépensent ou pas. Mais en tout cas, l'année prochaine, ils auront toujours les mêmes entrées d'argent. Les free cash flow, tu veux dire. Les free cash flow, pardon. Alors que les entreprises type Micron et Samsung, si dans 2028, Alphabet décide de dépenser la moitié, vu que eux, leur bénéfice, c'est que l'achat des cartes mémoire, il n'y a pas de clients comme nous qui achetons du service. C'est là où c'est ça, mais à la limite, tu es en train de dire que peut-être les châteaux se fondent. Quoi. Non, mais à la limite, Micron et ces sociétés-là, en fait, je pense que le grand danger pour elles, donc si je me mets à la place du management de ces entreprises, c'est de surinvestir dans des capacités de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont face effectivement à un constat où il y a une demande qui est telle que tu peux être tenté de te dire, bon, c'est quand même un peu dommage, il faudrait que je produise des nouvelles usines pour subvenir à cette demande. Sauf que, vu que cette demande, elle est cyclique, et qu'elle est liée justement à des cycles d'investissement, le danger, c'est que si tu construis par exemple plein d'usines et que tu doubles ou voire même tu triples ta capacité de production, ces usines elles vont se retrouver livrées à un moment où probablement la demande risque, elle, d'être beaucoup moins importante. Et donc là, tu te retrouves dans une situation justement de sous-capacité,
à surcapacité. Et surcapacité, c'est hyper mauvais. Parce que là, pour le coup, c'est des marges qui se réduisent Oui. comme, Et pour autant, comme neige cette au soleil. année et l'année prochaine, ils vont investir. Micron, par exemple, il va investir 27 milliards. Ouais. Et encore plus l'année Dans des prochaine. capacités de production. Donc, c'est pas la même chose, hein. C'est-à-dire que les hyperscalers, ils investissent dans des data centers. Micron, ils investissent dans des capacités de production pour être en capacité De de créer fournir. des nouveaux data centers dans le futur. Alors, non, Si, parce qu'ils oui, sont déjà data centers déjà créés, c'est pour si jamais il y a d'autres data centers ou si un oui, c'est ça. changement Mais de, en gros, de c'est puces de à la, c'est de l'intérieur. la production, c'est des capacités de production pour pouvoir fournir des puces Oui. qui permettent derrière, justement, de créer ces fameux data centers. Mais donc, je pense que le risque pour ces sociétés-là, c'est pas du tout le surinvestissement des hyperscalers. À la limite, eux, ça fait leur jeu, c'est-à-dire que ce sont les premiers gagnants. Le risque, c'est ça, c'est de trop investir dans des capacités de production. D'une part, ça coûte de l'argent, donc c'est-à-dire que c'est de l'argent qui Oui. pourrait être déployé autrement, et en plus, ça peut être vraiment contre-productif à l'avenir, parce que tu peux avoir voilà, un déséquilibre alambiqué de l'offre et la demande. En Donc, tout cas, le graphique, je l'aime bien parce qu'on peut voir le parallèle avec 2021, juste après le Covid, où tout le monde a voulu utiliser du cloud parce qu'il fallait Ouais. se mettre online, et on le voit dans le graphique très bien, que autant le bénéfice du secteur de la tech comme des autres secteurs a augmenté en Ouais. même temps. C'était Parce que, vertueux, c'était homogène. Exactement. Zoom, par exemple, tout Ouais. le monde voulait faire C'est vrai. des calls online. Lui, il n'avait pas de serveur, il utilisait les serveurs d'Amazon, de Google, Non, et ou, puis c'est hyper ou facile à s'en d'Alphabet. Et du coup, eux, ils gagnaient de l'argent, tout le monde gagnait de l'argent. Alors, Tout mais le monde était content. même sans parler de Zoom, encore une fois, eux, ils sont dans le sujet, mais en fait, il faut toujours se poser la question de l'économie réelle derrière. Et objectivement, aujourd'hui, nous, on en parle à plein de clients, etc. Le nombre de rendez-vous que tu fais en visio aujourd'hui versus à l'époque où tu te déplaçais soit chez les clients ou les clients venaient chez toi, et ça, c'est valable pour notre activité, mais c'est valable pour plein de choses. Donc, l'ère de la digitalisation et des bénéfices et des gains de productivité qui se sont produits pendant le Covid, tu peux, sans parler de ces grosses sociétés, il y a plein de secteurs, la télémédecine, etc. Aujourd'hui, tu peux faire des rendez-vous sur Doctolib en étant en visio avec ton médecin. Objectivement, avant le Covid, ça existait peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était pas du tout démocratisé dans les mêmes proportions que ce que tu connais aujourd'hui. Oui, sauf qu'aujourd'hui, les bénéfices de Zoom, c'est pas du tout les mêmes bénéfices qu'à l'époque, ou Non, même, non, ou même la valorisation. Quoi. non, c'est clair. Mais effectivement, tu as raison. Tu as eu une révolution technologique au travers du cloud et de la digitalisation qui était vertueuse dans le Pour tout le sens où monde. tout le monde en a profité. Là, aujourd'hui, encore une fois, hein, c'est un point d'interrogation. Moi, je dis pas que ce sera pas le cas. Je dis juste qu'en fait, il y a des dépenses qui sont quand même vraiment abyssales. Et derrière, pour les rentabiliser, bah, regarde, tu as des organismes qui commencent à faire des enquêtes. Et le chiffre, il est parlant. 3 000 $ par an par col blanc. Je ne dis pas que c'est pas faisable. Encore une fois, si derrière, il y a des gros gains de productivité, probablement qu'il y aura des dépenses. Maintenant, au vu des dépenses engagées, le retour que tu dois avoir derrière, c'est quand même un pari Voilà. qui, Là, objectivement, par tu ne peux pas exemple, dire qu'il n'est pas risqué, quoi. pour être un peu contrariant, il y a Ford qui avait viré plein d'ingénieurs dans le contrôle qualité de production des voitures. Ouais. Et la semaine dernière, il a dû embaucher Ouais. 300, J'ai il vu. appelle ça des barbus vieux. Mm. Ils sont en gros des gens de 50-40 ans bien imprégnés du métier, de la qualité, pour contrôler ce que l'IA a produit, parce qu'en gros, ils ont voulu faire trop vite, trop bien, mais du coup, trop vite, trop bien, ça n'existait pas, quoi. Ouais, de toute façon, voilà, je pense que c'est une révolution technologique. Je dis pas que Il l'IA faudra va disparaître, mais tu peux pas virer tout le monde du jour au lendemain, et donc dépenser 3 000 € par employé à un plus. Il faut vraiment que la productivité Oui, mais soit au rendez-vous, quoi. il y aura des gains de productivité, mais voilà, encore une fois, Pas à la vu, même vitesse que les hyperscalers mais non, mais c'est ça, ou en des fait, dépenses engagées, quoi. c'est juste, tu te dis aujourd'hui, on a toujours acheté ces hyperscalers justement pour leur côté asset light. Elles avaient finalement peu d'assets, peu d'actifs. Là, ils vont investir dans des quantités astronomiques de data centers. Et derrière, si un investisseur veut que ces sociétés maintiennent les mêmes niveaux de marge, bah encore une fois, il va falloir monétiser. Donc, il va falloir vendre cette capacité de calcul à des entreprises. Donc, je ne doute pas qu'ils vont arriver à le faire. Tu prends l'exemple de Microsoft avec Copilot, etc. Ils vont réussir à faire des choses. Le seul sujet, c'est est-ce qu'on va avoir une adhésion énorme tout de suite? Ça, c'est le premier point. Donc, mine de rien, il y a quand même un point d'interrogation. Parce qu'aujourd'hui, depuis le début de l'année, tu commences à avoir certaines sociétés, je prends l'exemple de Uber, qui disent, OK, attention, les tokens, ça coûte trop cher, donc on réduit un petit peu nos dépenses. Donc déjà, il y a un vrai point d'interrogation là-dessus. Je pense que tout le monde a conscience que l'IA peut permettre des gains de productivité. Maintenant, Mais à quel prix? voilà, c'est ça, c'est ça la question. Et comme toute révolution, je pense que c'était le cas à l'époque des chemins de fer, le cas à l'époque d'Internet, etc. En fait, on navigue un petit peu à vue, on ne sait pas trop ce qui peut se passer, donc il y a un vrai questionnement justement par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont réussir à monétiser tout ça?
objectivement, c'est un gros point d'interrogation, mais aujourd'hui, ils sont tellement importants et tellement en concurrence avec leurs petits copains, là, ce petit panel de quelques sociétés, c'est que je pense que c'est trop risqué de ne pas participer. Et mine de rien, le vrai risque, en fait, sur la pérennité de ces entreprises, euh, il n'est pas sur le fait qu'ils crament tout leur cash flow. C'est plus, alors d'ailleurs on commence à le voir, c'est est-ce qu'il va y avoir justement de la dette justement associée à ces dépenses d'investissement, et en vrai ça commence à Oui, arriver. parce que là, tu nous montres un graphique aussi, tu parlais de la concurrence entre les différentes entreprises. Ouais. Ces petites entreprises vendent du token. Et le prix au token a commencé à baisser. Ouais. C'est ce que tu disais par rapport au corrélé des 1000, où les entreprises du télécom dépensaient de l'argent pour créer des antennes, le réseau mobile, et au bout d'un moment, les prix par SMS ou le prix pour appeler quelqu'un a commencé à baisser, du coup. Non, mais Et là, on voit clairement que le prix au token commence à baisser. Donc, qui dit prix au token commence à baisser, dit moins de bénéfices, donc moins de, en moins gros, de regarde, dépenses derrière, quoi. je vais te faire le parallèle très clair, c'est que je reviens sur ce que je dis. Les hyperscalers aujourd'hui, ils achètent de la capacité de calcul, donc en créant des data centers, on l'a dit, au prix fort. Les niveaux de marge de ceux qui leur vendent ces infrastructures ont explosé. Parce qu'encore une fois, tu as une demande qui est largement plus élevée que l'offre. Okay, donc, ce qui est certain, c'est leurs dépenses de CAPEX. Donc aujourd'hui, tu vas voir ces boîtes, elles savent qu'elles vont dépenser certaines 100 milliards en 2026, l'autre 120, l'autre 130, etc., etc. Donc ça, c'est acté. Maintenant, l'autre penchant, c'est la monétisation. Et cette monétisation, effectivement, moi, ce graphe, objectivement, je trouve qu'il est un peu inquiétant pour ces sociétés, c'est qu'elles achètent à prix fort une technologie qui commence déjà à valoir moins cher. Oui. Donc, c'est-à-dire que tu payes un prix conséquent pour quelque chose que tu n'as pas encore commencé à monétiser et qui commence déjà un petit peu à se déprécier. Donc, c'est-à-dire que, voilà, en termes de prix, ça pose un vrai sujet. Alors maintenant, est-ce qu'en volume, le fait que ce soit moins cher, ils vont pouvoir vendre plus aussi? Donc encore une fois, il ne faut pas tirer des conclusions qui sont trop hâtives et trop négatives derrière tout ça. Je dis juste que c'est quand même un nouveau point d'interrogation, un nouveau point d'incertitude. Donc attention à ça. Et je rajouterai une dernière chose aussi, encore une fois sur des niveaux de valorisation, parce que voilà, tous ceux qui s'amusent à boursicoter un petit peu vont regarder les valorisations des entreprises et vont regarder typiquement le plus connu, le price earning ratio, donc le cours sur bénéfice. Okay, aujourd'hui, ce que font ces sociétés-là, elles dépensent la quasi-intégralité de leur free cash flow. Okay, et certaines font un peu de dette. C'est le cas, par exemple, de Google qui a... Oui. Alors, Alphabet, il a levé 85 milliards. Alors, deux choses. C'est qu'ils ont levé de la dette et en plus, ils ont fait une augmentation de capital. Donc, en tout, c'est plutôt 160 Alphabet. C'est la moitié quasiment en dette et la moitié en augmentation de capital. Donc, pour le coup, c'est quand même assez conséquent. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que au-delà de l'exemple d'Alphabet, les autres, c'est beaucoup des cash flows, c'est le cas d'Amazon, machin, etc. Maintenant, le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans les ratios de valorisation, ça se voit pas. Voilà. Parce qu'encore une fois, tu dépenses ton cash. Par contre, à compter de l'année prochaine et des années suivantes, c'est une obligation comptable d'amortir tes investissements. Donc là, déjà, il y a un énorme débat sur combien d'années tu amortis ça. Pour donner un exemple, les chemins de fer à l'époque, c'était sur 40 ans que tu amortissais. Les réseaux Internet, c'était sur une vingtaine d'années. Là, on n'est pas du tout sur les mêmes métriques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as certains professionnels qui te disent qu'une puce, au bout de 3 ans, elle est obsolète. Alors, les hyperscalers, a priori, de ce qu'on entend aujourd'hui, disent non, c'est plutôt 6-7 ans. Ouais. 5, 6, 7 ans. Donc, ça veut dire que tu vas amortir sur 5 ans, sur 6 ans, justement, tes puces. Donc, imaginons un exemple sur 5 ans. Je suis Meta, je mets 100 milliards de dépenses en 2026, ça veut dire que je vais avoir une charge comptable de 20 milliards par an sur les 5 prochaines années. Et l'année prochaine, je remets 100 milliards, je vais avoir une nouvelle charge de 20 milliards sur l'année. Donc tout ça, ça s'empile. Donc à la fin de l'année, ça vient empiéter ton résultat net. Donc ton ratio de valorisation, il va clairement se faire un... Enfin voilà, il va pas se faire une beauté, quoi. Les bénéfices, ils vont commencer à... Bah, oui. 20 millions la première fois, 40, 60... Voilà, donc ça, c'est un vrai sujet. Alors, encore une fois, et je conclurai justement là-dessus, parce qu'en fait, il y a énormément de choses à dire, mais tant que ces sociétés-là, elles conservent des bilans qui sont sains, c'est pas trop grave. Okay, c'est-à-dire que je prends le meilleur exemple que je peux te donner, c'est Meta. Meta, ils ont perdu entre 50 et 60 milliards dans le métaverse il y a quelques années. Ça n'a pas mis la société en difficulté parce qu'encore une fois, ils ont financé ça avec leur free cash flow. Donc c'est juste un énorme loupé pour Mark Zuckerberg. Les actionnaires ont sabré le cours de l'action qui avait chuté à l'époque, je ne me rappelle plus, mais des proportions qui franchement étaient loin d'être neutres. Maintenant, la solvabilité et la pérennité de l'entreprise et la qualité bilancielle, elle n'a pas été trop impactée parce qu'encore une fois, ça n'était pas de la dette. Maintenant, plus tu rajoutes de la dette,
tu rajoutes le concours des créanciers dans ton modèle. Et donc, si tu ne peux pas faire face à tes créances parce que ton modèle, tu n'arrives pas à le monétiser, là, attention, ça devient beaucoup plus compliqué. Et vu qu'on est dans un écosystème qui est hyper concentré, les uns ont des intérêts avec les autres. Donc, moi, principalement, si tu veux que j'aille au bout de ma pensée, il y a deux boîtes qui me font un peu plus peur que les autres. C'est OpenAI d'un côté et Oracle de l'autre, qui ont quand même des situations bilancielles et surtout bénéficiaires qui n'ont rien à voir avec les Meta, Alphabet, etc. Si tu as un maillon qui se plante, attention à la chute en cascade, parce qu'en gros, ce maillon, il fragiliserait le copain, qui Ah oui, fragiliserait le copain, etc. on n'a pas le graphique, mais si tu fais un graphique avec les prévisions de dépenses d'OpenAI au milieu et avec combien des autres boîtes Non, mais il est censé dépenser son argent, c'est quand même catastrophique. Hein. Cette concentration, Ça fait peur en tout cas. Elle fait un petit peu peur aussi. Sur une entreprise qui, normalement, a décalé son entrée en bourse parce qu'il voulait faire une entrée en bourse à 1000 milliards. Soi-disant, le contexte ne lui permet pas. Déjà, c'est vraiment très bon. C'est-à-dire que, objectivement, il y a des raisons qui sont à l'origine de ce décalage. Donc, je pense que la raison, elle est toute trouvée. C'est qu'ils ne sont pas en capacité aujourd'hui à montrer des chiffres qui embellissent la valeur de la société. Et quand tu fais une IPO, en règle générale, tu as envie d'avoir une IPO réussie. On en avait parlé sur tout ce qui s'était passé autour de SpaceX. Je pense que s'ils l'ont fait, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres ne permettent pas justement de montrer une belle image de la mariée, comme on dit. Donc je pense que le sujet est ici. Donc c'est aussi un petit point de friction. Donc encore une fois, loin de là, hein, moi mon idée de dire que l'IA c'est nul, etc. L'IA ne va pas disparaître, mais attention aux valorisations. Moi voilà, je veux juste profiter justement de ces échanges-là pour que tout le monde un peu se fasse son propre idée de tout ça et surtout ait bien conscience des risques. Il y a des perspectives qui sont absolument abyssales. Je pense que l'IA générera, quoi qu'il arrive, des gains de productivité. Alors, de quelle manière, de quelle ampleur, ça reste encore un point d'interrogation. Mais aujourd'hui, il y a des grands gagnants. Les grands gagnants d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les grands gagnants de demain. Tu l'as dit, Intel, l'année dernière, tout le monde les enterrait. Aujourd'hui, ils font partie des leaders. Alphabet, c'était la même chose. Aujourd'hui, on regarde tous Micron, SK Hynix et Samsung. Attends de voir dans 6 mois ou dans 1 an ce qui pourrait se passer. C'est juste ça que j'ai envie de mettre en avant. Donc, je mets en garde toutes celles et ceux qui seraient tentés d'aller sur les ETF leveragés en se disant, voilà, ça peut que monter, la demande, elle va continuer, etc. Peut-être. En revanche, je trouve qu'on est clairement sur un niveau de marché en fait, où le risque devient asymétrique. C'est-à-dire que Micron, avec une marge à 85%, il y a plus de chances que la marge elle se réduise qu'elle augmente. Quand tu es à 85%, c'est compliqué de monter plus haut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas avoir 100% de marge sur un produit. Je veux dire, c'est pas possible mécaniquement. Et d'ailleurs, je fais la comparaison avec Nvidia, qui est quand même sur un énorme leader technologique, qui a une marge astronomique par rapport à ses comparses du marché. La marge, elle est entre 75 et 78. Donc aujourd'hui, ces acteurs-là, ils ont une marge qui est quasiment 10 points supérieure à la référence absolue. Est-ce que c'est tenable? Objectivement, je pense qu'on a un peu compris mon point de vue là-dessus. Donc c'est juste un petit point de méfiance. Le marché, il va là où le vent le porte, très momentum. En ce moment, c'est la mémoire. Je challenge juste un petit peu le côté extrêmement durable de ça. Donc quand je vois tous ces effets de levier sur ces 3 valeurs, ça m'inquiète un petit peu pour celles et ceux qui rentrent aujourd'hui, quoi. Ok. Et on finit cette semaine avec l'Europe. On a assez de parler de l'IA. Et là, tu nous montres un graphique sur l'inflation en Europe qui, malgré la remontée à cause de conflit en Iran, commence à baisser. Ouais, exactement. Et je voulais en parler parce qu'effectivement, on parle beaucoup de la tech et du coup, on parle beaucoup des États-Unis parce que malheureusement, l'Europe, on est un petit peu sous-pondéré justement sur la partie technologique. Et donc ça, c'est une donnée macro qui est hyper importante parce que je le dis toujours, l'organisme qui est le plus important pour les marchés, ce sont les banques centrales. Donc beaucoup la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne est aussi hyper importante. Donc là, on a eu, la semaine dernière, les derniers chiffres de l'inflation donc pour le mois de juin. Et pour le coup, ça y est, on commence à avoir une inflexion. Donc, c'est-à-dire que la baisse des cours du pétrole liée à la réouverture du détroit d'Ormuz commence déjà à faire du bien. Donc, on avait une inflation, pour le coup, qui était montée à 3,2. On l'attendait à 3% en juin. Elle est ressortie à 2,8. Donc, c'est-à-dire qu'elle reflue plus rapidement que prévu. Et pourquoi je te parle de ça? C'est qu'il y a encore quelques semaines, typiquement début juin, lorsque la Banque centrale européenne elle a augmenté ses taux de 25 points de base, le consensus du marché, d'ailleurs c'est toujours le cas actuellement, partait du principe qu'il allait avoir encore au moins une, voire 2 hausses de taux supplémentaires de la part de la BCE
avant la fin de l'année. Sauf que là, c'est quand même des chiffres qui sont plutôt rassurants et ça vient challenger un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire que si l'inflation reflue, entre guillemets, sans intervention de la BCE, la BCE pourrait être tentée de ne pas remonter ses taux. Et donc, s'il n'y a pas de remontée, sachant que des remontées sont pricées, il faut bien comprendre que ça équivaut comme une baisse de taux. Oui. C'est-à-dire que le marché est toujours dans l'anticipation. Donc le marché aujourd'hui, il a intégré qu'il allait avoir en gros une hausse et demie de plus. Si finalement ça devient zéro, c'est plutôt un bon élan, une bonne surprise pour les valorisations des sociétés européennes. Donc voilà, c'était un petit peu le message que j'ai envie de passer, parce qu'on parle beaucoup de la tech. J'ai présenté le tableau avec quand même certains risques. L'Europe, ça a toujours les mêmes problèmes, c'est une croissance un petit peu mollassonne, etc. Maintenant, en Europe, la pondération de la tech, c'est à peu près 10%. Oui. Donc aujourd'hui, si on cherche un petit peu à se désensibiliser, si on a trop de tech dans son portefeuille, l'Europe, c'est pas inintéressant. Alors c'est un peu malheureux ce que je dis, mais c'est par la force des choses. Mais bon, il faut Il y a l'avoir. quand même des secteurs comme la défense qui. Oui, oui. Alors la vont défense en qui a pas mal chuté, notamment sur certaines valeurs, mais qui, on en avait déjà parlé aujourd'hui, peuvent représenter justement des points d'entrée pas idiots. Maintenant, je voulais évoquer ça parce que en Europe, on price beaucoup de mauvaises choses. Il y a la guerre toujours en Ukraine. On attendait 2 hausses de taux supplémentaires. Voilà, si ce volet hausse de taux ne se produit pas, si l'inflation continue à refluer, ça pourrait être un bon indicateur pour les investisseurs, puisqu'a priori, ça donnerait un peu plus d'entrain et d'intérêt à l'investissement en zone euro et ça pourrait profiter aux valorisations européennes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ok, très bien. Bah écoute, je pense qu'on a fait un petit tour de ces premières 6 mois de l'année. On verra si du coup dans 6 mois Micron est toujours Gros focus IA, mais des- c'est le point clé et le point chaud en ce moment. Ouais. Oui, mais on verra dans 6 mois si Micron continue à faire ses 250% ou si au contraire il commence à se stabiliser un peu comme Nvidia a fait à ces moments. Et puis on verra si la BCE a eu tort du coup à augmenter ses taux si tôt. On verra. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.